Au retour de l'FC pour la deuxième partie avec Hichem Tanzini, gardien de but de l'Olympique de Sidi Bouzid, le club de première division en Tunisie. Le championnat tunisien qui est composé de 2 divisions, nous allons en parler tout à l'heure. Autre invité, c'est M. Louboya Moukadi Kaba, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC. Je peux rajouter industrie également? Bien sûr, c'est la Chambre d'industrie aussi, oui. D'accord. Et puis bien sûr, notre éditorialiste qui est là avec nous, M. Sami Mochtabi. Sami, bonsoir. La question de l'FC, les anciens pros, devraient-ils prendre plus d'initiatives pour le football africain? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi le Twitter, hashtag Africa24. Plein feu sur le football tunisien après ce jingle. Et c'est notre dossier en quelque sorte. La Fédération tunisienne de football qui s'est séparée de l'entraîneur franco-polonais Henri Kasperzak. L'annonce a été faite le vendredi 7 avril 2017. Le franco-polonais paie ainsi l'élimination de la Tunisie en quart de finale de la CAN 2017 et puis sa série de 3 défaites consécutives. Les Aigles de Carthage doivent préparer les prochaines sorties, notamment face à l'Égypte en juin en éliminatoire de la CAN 2019 pour la Russie, puis de la double confrontation déterminante face à la RDC. Justement, ça vous concerne, en août et septembre, en éliminatoire du Mondial 2018. Ibrahima Djoumaba, et juste après, nous revenons sur le plateau. C'était attendu par plusieurs observateurs, c'est fait. La Fédération tunisienne de football a limogé l'entraîneur des Aigles de Carthage, Henri Kasperzak, vendredi 7 avril. Il fait ainsi les frais de ses résultats à la tête de l'équipe nationale de football, notamment ses 3 dernières défaites, à quelques semaines du match face à l'Égypte, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Aujourd'hui, la Tunisie est dans la perspective de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils totalisent le même nombre de points que la RDC. Donc voilà, on est un peu surpris quand même de cette donne. Mais bon, on peut quand même s'attendre à cela parce que si vous prenez un tout petit peu les statistiques, on n'est pas loin d'une dizaine d'entraîneurs sur ces 10 dernières années. Malgré la révolution de Jasmin en 2011 et le changement de régime, le football tunisien est resté compétitif sur le continent. L'équipe nationale a pris part à toutes les Coupes d'Afrique qui ont suivi cette étape de la nation tunisienne. Les clubs tunisiens jouent régulièrement les premiers rôles en Coupe de la Confédération et en Ligue des champions de la CAF. Aujourd'hui, si vous prenez le nombre de clubs tunisiens qui vraiment jouent la campagne africaine chaque année, c'est impressionnant et surtout, c'est des clubs qui ne viennent pas pour figurer, mais qui veulent aller chercher bien naturellement les trophées sur la scène continentale. Même si le dernier titre africain de la Tunisie en phase finale de la CAN remonte en 2004, le football tunisien n'est pas en crise. En 2015 et en 2017, la Tunisie a été éliminée en quart de finale à la CAN. Actuellement, le club africain de Tunis et le club sfaxien sont en course pour la Coupe de la CAF. En Ligue des champions, l'Étoile sportive du Sahel et l'Espérance de Tunis sont qualifiés pour les matchs de groupe. Voilà. Donc, bien sûr, nous allons voir un tableau cette saison 2016-2017 du championnat de Tunisie de football et la 62e édition de la première division tunisienne et en poule unique. Et donc, la Ligue professionnelle, et vous savez que donc les 16 meilleurs, il y a 16 clubs au total et 8 par groupe. Nous allons voir le tableau justement du classement avec le Sfaxien pour le groupe A qui est en tête devant l'Étoile de Sahel, 3e Ben Guerdane. Et 4e, c'est à Bizertin, à la dernière place, si nous avons le tableau. Il y a l'équipe donc de Sidi Bouzid, l'équipe de notre invité Hichem Tanzini. Et puis, en ce qui concerne maintenant, donc ça c'est le groupe A. Vous êtes d'accord? Vous êtes dernier dans ce classement? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, vous êtes dernier à cause des autres choses, Des autres équipes qui sont beaucoup plus fortes? Non, non, c'est pas comme ça. La condition, il faut être en bonne condition, donc tu vas rester en Ligue 1 professionnelle. Ça, c'est le plus important. Donc, Olympique, c'est déposé. Il faut travailler au début de saison. Il faut faire des étapes. Donc, enfin, tu restes. Mais en parallèle, il y a beaucoup des équipes, très bonnes équipes en Tunisie.
même les 4 équipes, Sfax, Espérance, le club et l'Étoile, au niveau d'Afrique. Mais l'année prochaine, elle veut... Oui, ça ira beaucoup mieux. Tout à l'heure, nous allons voir le groupe B, justement. Alors, ils n'ont pas suffisamment travaillé en début de saison, c'est ce que vous voulez dire? Les joueurs n'ont pas suffisamment travaillé, l'équipe n'a pas travaillé pour avoir un meilleur classement dans le championnat? Plus ou moins, n'est pas travaillé, mais justement, il faut travailler bien, il faut gagner. Il faut gagner des résultats. Justement, la condition sera le plus important dans toutes les équipes. Les conditions au niveau du joueur, au niveau du staff technique, au niveau de tous les niveaux. Oui. Est-ce que votre entraîneur, c'est un Tunisien ou c'est Oui, un Tunisien. Oui. 4 entraîneurs par an. Oui, 4 entraîneurs par an. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dans ce football tunisien, dans le championnat? Est-ce que vous gagnez bien votre vie? C'est ça le problème en football tunisien. À part les 4 équipes en Tunisie, sponsoring, publicité et tout, les autres équipes, elles font des problèmes pour l'argent, surtout au niveau des fédérations. Oui. Et vous pensez continuer votre carrière? Vous êtes jeune, hein, d'après ce que j'ai vu. Vous avez à peine 21 ans, je crois, non? 22 ans. 22 ans. 22 ans. Vous voulez finir votre carrière en Tunisie ou bien vous voulez peut-être aller chercher ailleurs? Non, je rêve pour jouer à l'Europe, même en Ligue. Dans un championnat anglais, français? Anglais, français, parce que le niveau européen est au niveau par rapport au monde. Donc, je peux faire augmenter et jouer avec l'équipe nationale. L'équipe nationale. Est-ce que vous avez été sélectionné même Oui, au moins 23 ans. Sélectionné olympique, l'équipe nationale olympique. Premier gardien? Premier gardien dans 8 matchs en 2015-2016. Oui, ben disons que qualification. C'est bien ça, c'est pas mal. Alors, nous allons voir le groupe B maintenant et nous allons demander à Samy, est-ce que c'est un championnat qui suit de près? Samy, que pensez-vous de ce championnat tunisien? Eh bien, le championnat tunisien a longtemps été cité comme exemple en Afrique pour ce qui est des championnats professionnels, il faut bien, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait en Afrique, des vrais championnats professionnels avec des vraies règles et des équipes suivies, avec des vraies préparations. Maintenant, comme l'a dit notre invité, pour moi je pense sincèrement que le système de 2 groupes, groupe A et groupe B, pour un championnat, c'est quelque chose qui est, comment dire, archaïque, c'est quelque chose qui nuit sincèrement à l'attractivité du championnat. Il faudrait mieux se baser sur un système européen avec un championnat avec 16 équipes, ou 18, ou même 20. Après, comme vous l'avez dit, c'est sûr qu'on connaît surtout les 4 équipes phares en Tunisie, l'Étoile de Sahel, CS Sfax, Club africain et l'Espérance de Tunis, qui représentent même depuis quelques années la Tunisie sur le continent. Elles ont gagné des titres comme en 2012 la Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis, CS Sfax en 2014 la Coupe de la Confédération, mais on ne voit que ces équipes. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que seules 4 équipes sont mises en avant et le reste est délaissé, et c'est ce qui pose un problème de compétitivité dans ce championnat. Oui. Est-ce que vous suivez tous les footballs du continent, vous Souvent, oui, de temps en temps. Monsieur Loubouya, pardon. Souvent, oui, de temps en temps, oui, parce que j'ai un fils aussi qui joue au foot à 7 ici à Montpellier. Ah oui, d'accord. Oui, Arsène. Oui. Donc, ça... Qui joue en équipe première ou bien qui il joue actuellement en équipe à 7. Ah d'accord, équipe à 7. À 7, c'est le CFA. Il est numéro 9 au CFA. C'est lui qui m'a poussé à aimer le sport. C'est à travers lui que j'ai réfléchi avec la guerre qui a eu en RDC pendant 20 ans. Et toute la jeunesse est dans la rue. J'ai réfléchi à créer la fondation. On y revient tout à l'heure. On y revient tout à l'heure. Pour vraiment que vous nous parliez précisément de cette fondation. Alors, bien sûr, ce championnat tunisien, avec la sélection, avec toujours ces cadres, hein, vous allez nous confirmer si ce sont toujours les mêmes, avec en image donc les Abdeno, les Ben Youssef, les Naïm Slitsi, Younes, Ben Youssef. Ce sont les cadres, en quelque sorte, de cette équipe? Personnellement... Ce sont les meilleurs? Personnellement, pour notre équipe nationale, il y a un grand union sur l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui veulent être à la liste de l'équipe nationale. Ouais. Juste, ils veulent changer le choix de l'entraîneur. Donc, il y a beaucoup de joueurs, même à la 4 équipes en Tunisienne, le club africain, Sfax, l'Étoile du Sahel. Mais il y a beaucoup de joueurs qui vont
donne le plus à l'équipe nationale. On voit la dernière Coupe d'Afrique, il joue bien, mais il faut justement changer le choix de l'entraîneur. Depuis la Révolution, est-ce que ça se passe mieux? Et est-ce que le public est chauvin? Est-ce que le public est sage et calme? Malheureusement, après la Révolution, il y a beaucoup de choses changées. Donc, peut-être... On sent que la politique s'est mélangée au sport ou pas, non? La politique ne se mélange pas au sport en Tunisie, non? Non, oui. Ah oui, carrément. Ouais. Malheureusement, la politique entre la politique et le sport, c'est la... Oui, ils sont alliés en quelque sorte. Voilà, exactement. Donc, ils sont reliés plutôt. Voilà, donc il faut, bien sûr, en relation dans un état, donc il faut travailler bien. Mais au niveau du sport, c'est pas... C'est pas pareil. Oui, d'accord. Nous allons voir un sujet, après nous allons retrouver Samy. Voyons maintenant les différents entraîneurs qui se sont succédés à la tête de la sélection de la Tunisie. Ibrahima Djoumaba nous en parle. Entre 2010 et 2017, l'équipe nationale de football de la Tunisie a connu 9 entraîneurs différents, chacun avec son style et son bilan. Le dernier sélectionneur limogé à la tête des Aigles de Carthage, Henri Kasperzak, a été remercié vendredi 7 avril. Son bilan reste mitigé. Arrivé sur le banc depuis juillet 2015, il a su qualifier son équipe à la CAN Gabon 2017. Il s'est hissé en quart de finale devant l'Algérie. Cependant, il a raté ses 3 dernières sorties, notamment face au Cameroun et au Maroc, en mars 2017. Avant Kasperzak, le Belge Georges Lekens avait entraîné les Aigles de Carthage entre avril 2014 et juin 2015. Il avait eu juste le temps de qualifier son équipe à la CAN 2015. Il avait également passé le cap du premier tour avant d'être éliminé en quart de finale par la Guinée équatoriale. Durant les 7 dernières années, l'équipe nationale de football de la Tunisie a connu 5 entraîneurs locaux. Il s'agit respectivement de Fawzi Benzarti et d'Amar Souaya en 2011, de Sami Trabelsi entre 2011 et 2013, de Nabil Maalou en 2013 et de Nizar Kenfir entre 2013 et 2014. Le Français Bertrand Marchand a entraîné la Tunisie en 2010 et le Néerlandais Ruud Krol entre 2013 et 2014. Avant de retrouver M. Louboya, notre invité, 12 entraîneurs en 13 ans, Samy, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, c'est énorme et ça fait preuve. Hein, c'est une instabilité quand même assez nuisible pour l'équipe de Tunisie, qui pourtant, je trouve que les Tunisiens, contrairement à l'Algérie et au Maroc, c'est deux autres voisins du Maghreb, n'a pas basé sa stratégie de sélection sur les binationaux. Les Tunisiens piochent beaucoup dans le championnat local, qui est de qualité, ce qui prouve que le championnat est de qualité. Et les Tunisiens, malgré tout, ils sont présents lors des CAN, ils arrivent en quart de finale. Bon, ils ont eu l'échec de la Coupe du Monde 2014 face au Cameroun, ça a été dur pour le pays, mais ils sont quand même présents sur la scène continentale en Afrique. Et donc ça reste, au niveau de la sélection, c'est une sélection qui pour moi a un léger déficit de talent par rapport à ses deux voisins, mais qui se débrouillent tout aussi bien. Ils ont une autre stratégie et ça marche bien en tout cas au niveau africain. Et c'est clair que l'instabilité chronique de ces entraîneurs nuit à la qualité de son football. Dernière question avant de retrouver notre invité, M. Louboya. Vous aimez bien M. Kasperzak ou il y avait mieux que lui? Bien sûr, Kasperzak est un bon entraîneur au niveau du monde, mais vous changez... Comme je dis, il change le choix de l'entraîneur au niveau des joueurs tunisiens et les étrangers. Donc, en ce moment, la stabilité de l'entraîneur, c'est ça le plus important. La stabilité de l'entraîneur et la stabilité du joueur. Exactement. Quand tu fais une équipe, il joue beaucoup de matchs en Coupe d'Afrique, tu vas voir les augmentations de niveau au jeu collectif. Voilà, c'est ça le plus important. Exactement. Alors, M. Louboya est avec nous. M. Louboya, nous allons voir en image ce qu'il y a dans votre fondation. Donc, vous êtes de la RDC. Vous allez nous parler de l'opération que vous menez. Alors, c'est quoi exactement? En même temps, nous allons découvrir les images. C'est quoi cette fondation, justement? Cette fondation a été créée suite à la guerre qui a eu chez nous. 20 ans de guerre, les tissus économiques par terre, les revenus minimums d'insertion en moins de $50. Et après avoir remarqué que le meilleur joueur de la RDC à l'époque, aujourd'hui le meilleur buteur d'Afrique, Ndaye Mutombola, c'est quelqu'un qui est venu du village,
qui jouaient dans des petites équipes qui a été ramassées. J'ai dit, je vais donner la chance à tout le monde. J'ai dénommé la fondation Luboya Mukadikaba, LMK. C'est une fondation qui permet de récupérer tous les enfants de la rue, les orphelins, et les enfants démunis, des parents pauvres. C'est ces enfants qui ont sur la survie. Et avec ces enfants-là, nous les imposons les études ou la formation payée par la fondation avec l'aide de nos partenaires à l'extérieur, où je remercie de passage Mangala de Souza et Toto, Roger Itoto, qui nous accompagnent dans cette tâche difficile mais noble. Aujourd'hui, nous avons signé avec la commune de Matete, qui est une très grande commune sportive, où nous avons commencé à 64 localités. Dans les 64 localités, on a subdivisé en 13 équipes. Et c'est ces 13 équipes sur lesquelles je suis en train de travailler dessus. Dès que nous arrivons à réussir à intégrer, à réinsérer ces enfants dans la société active, dans la vie active, ceux qui ont les talents, ils n'ont qu'à exprimer leurs talents pour leur permettre d'évoluer. Et là, nous allons répliquer sur les 24 communes et sur toute la RDC. Oui, alors qu'est-ce que vous attendez de justement? C'est qu'ils aient une bonne éducation scolaire, surtout. Et c'est ça en fait, hein? Sinon, il y a 3 points. C'est-à-dire les réinsérer, parce que donner la chance à tous les enfants, les réinsérer dans la société. Ceux qui ont la chance d'aller dans les études, nous les permettons d'aller dans les études. Ceux qui ont échoué les études, nous les permettons d'aller dans la formation, dont la fondation paye. Et nous sommes soutenus par des partenaires extérieurs. Et à la fin, c'est pour montrer qu'il y a eu échec et qu'il y a toujours moyen de récupérer. Il y a toujours donner l'espoir à quelqu'un, un enfant qui s'est dit « je suis perdu parce que je n'ai pas de parents », qui trouve un parent. Les parents, c'est toute personne ayant la volonté de l'accompagner dans cette tâche qui est difficile. Alors, il y a des filles et des garçons? Il y a des filles et des garçons. Il y a des filles pour les baskets, le foot même. Il y a les garçons à partir de l'âge de 8 ans. Vous voyez les photos. Ces enfants-là, ils ont souri, ils ont eu la joie, même malgré qu'ils jouent pieds nus. Mais vous sentez que cet enfant a récupéré la confiance en lui-même. Oui. Alors, nous allons être courts parce que malheureusement, nous avons peu de temps dans cette émission. Comment faire pour entrer en rapport avec vous, en contact avec vous, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas en RDC, parce que je sais que nous sommes très regardants en RDC. On nous appelle sur le numéro aussi, c'est en France ici. Nous demandons à tous les partenaires, les associations. Il y a un site peut-être, parce que c'est le site. Il y a les sites, oui. C'est le site qui est sur la carte. Je n'ai pas en tête. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, il y a bien sûr, c'est www.mrdce diaspora.org. Ça, c'est le site qui permet à tous les partenaires qui ont des équipements, même des deuxième main en sport, ils peuvent nous les déposer pour que ces enfants-là aient la joie. Et ils peuvent nous appeler au 07 53 14 67 78. 07 53 14 67 78. À Kinshasa, nous sommes au 00 243 99 7 45 41 65. Donc, nous attendons... Vous pouvez le répéter, je le note. À Kinshasa, nous sommes au 00 243 997 45 41 65. D'accord. En tout cas, j'ai bien noté, M. Luboya, pour ce qui concerne maintenant le site, il faut aller sur MRDC. Diaspora.org. Ouais. En tout cas, merci. Un tout dernier mot, rapidement. Je voulais remercier tous les partenaires qui nous ont fourni les équipements de deuxième main dont on vous a envoyé les photos. Et j'appelle à tous les sportifs congolais évoluant à l'étranger qui ont cette volonté d'aider les enfants et les orphelins, les enfants de la rue congolais, de nous envoyer les matériels. On ne demande pas l'argent, on demande tout simplement les matériels sportifs, même deuxième main, même troisième main. Ça les permettra de revivre la vie comme les enfants des autres pays. Vous pouvez nous appeler au 07 53 14 67 78. Nous sommes ouverts 24h/24. Et merci beaucoup. Voilà, une toute dernière question, et je remets en antenne. Oui. Est-ce que les autorités vous aident? Est-ce qu'en Europe aussi, vous avez trouvé quelques aides? Nous avons trouvé quelques aides en Europe. C'est pourquoi des passages, j'ai remercié tous les partenaires qui nous ont aidés. L'association sportive de Pantin, qui nous ont donné des tennis de basket. Et il y a Carole Mangala, que je remercie beaucoup, qui fait un travail formidable d'aller récupérer tous ces baskets. Au niveau de Kinshasa, vous savez qu'on n'est pas aidé parce que les moyens financiers sont très, très difficiles. Mais c'est le prix régulateur. L'État nous accompagne quand même en nous donnant les terrains gratuitement pour que ces enfants-là puissent jouer. Et voilà. OK. En tout cas, M. Luboya, merci d'être revenu sur notre bateau. Ça fut vraiment un plaisir parce que, avant tout, Africa 24, c'est l'Afrique dans un premier temps et puis c'est tout ce qui se passe sur le continent. Merci beaucoup. Voilà. Merci et on se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie de cette émission. À tout de suite.